Après 14 ans à subvenir aux besoins de ma famille, mes parents m'ont envoyé un texto, nous t'avons soutenu assez longtemps. Oublie notre numéro. J'ai répondu, d'accord, j'annule tous les paiements ce soir. Quand on leur a tout coupé, ils ont commencé à me supplier d'arrêter. Alors, j'ai été le distributeur de billets de ma famille pendant 14 ans, jusqu'à ce que je découvre leurs discussions de groupe. Ils m'y traitaient de personne toxique, et m'excluaient de la famille, sans savoir que je pouvais voir chaque mot qu'ils tapaient. Je suis un homme de 36 ans, je travaille dans la chaîne d'approvisionnement, pour une entreprise régionale de fret, et je suis la banque personnelle de ma famille depuis 14 ans. Personne ne m'a demandé si je voulais de ce poste. Ils ont juste commencé à me traiter comme si c'était le cas, et j'ai été trop stupide pour dire non. C'était un samedi soir chez Romano S, le dîner de fiançailles de mon frère Dylan. Toute la famille était là, pour célébrer le fait qu'il avait enfin mis le grappin sur une femme, prête à épouser son derrière de chômeur. Elle s'appelait Marie. Une fille adorable, bien trop bien pour lui. Elle ne savait pas qu'elle était sur le point d'entrer dans une famille de sensu professionnel. Je suis arrivé à 18h, parce que je suis ponctuel, comme un idiot. La table était déjà bondée de tantes, d'oncles, de cousins, et des parents de Marie, qui avaient l'air de s'être trompés de restaurant. Maman m'a fait signe de la main, avec ce faux enthousiasme qu'elle réservait pour les moments où elle avait besoin de quelque chose. Dylan s'est levé, et m'a attrapé pour une de ces étreintes agressives entre mecs, qui n'est en fait qu'une excuse pour se féliciter soi-même, d'avoir des émotions. Nous n'avions jamais été proches. Il avait 3 ans de moins que moi, et avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte, à expliquer pourquoi sa dernière idée de business allait le rendre riche. Le dîner était une pièce de théâtre. Dylan tenait la vedette, parlant de sa nouvelle entreprise de conseil, ce qui était un nom de code pour dire qu'il envoyait des messages aux gens sur LinkedIn, et qu'il appelait ça du réseautage. Les parents de Marie souriaient comme des otages. Maman et papa rayonnaient, comme s'il avait inventé l'électricité, au lieu d'avoir brûlé son 4e plan d'affaires en 3 ans. Personne ne m'a demandé ce que je faisais au travail. Personne ne m'a demandé comment j'allais. J'étais un meuble, qui distribuait occasionnellement de l'argent. Au moment du dessert, papa s'est levé avec son verre d'eau, faisant ce truc où les hommes d'âge moyen pensent faire le discours sur l'état de l'Union. Il a porté un toast à Dylan et Marie, parlant de nouveaux départs et d'avenir brillant, comme si Dylan n'était pas retourné vivre chez ses parents, 2 fois au cours des 5 dernières années. Ensuite, Dylan s'est levé pour faire son propre discours, parce qu'un seul toast n'était pas suffisant pour attirer l'attention. Il m'a pointé du doigt avec son verre d'eau. Le genre de geste, qui signifie que vous êtes sur le point d'être désigné volontaire, pour quelque chose que vous n'avez pas accepté. Je dois aussi remercier mon frère. C'est le gars le plus fiable que je connaisse. Sérieusement, mon frère, tu es comme une police d'assurance ambulante. Toujours là, quand les choses deviennent sérieuses. Quelques personnes ont ri. Maman a même dit, c'est notre garçon, comme si j'étais un chien savant faisant des tours. Tante Drusilla est intervenue depuis l'autre bout de la table, il ne se plaint jamais. C'est ça, la vraie loyauté familiale. Papa a hoché la tête. C'est notre fonds d'urgence. Il a dit ça avec un sourire, comme si c'était un compliment. Comme si le fait de me réduire à un instrument financier, était quelque chose dont je devais être fier. La mère de Marie avait l'air perplexe. Un fonds d'urgence ? Oh, il nous aide quand on traverse des périodes difficiles, a expliqué maman d'un ton détendu. Les affaires connaissent des hauts et des bas, vous savez. Il a son salaire fixe d'entreprise, alors il couvre les frais, quand on manque de liquidité. Je vois. Chaque personne à cette table s'est tournée vers moi, attendant la confirmation, que j'étais bel et bien leur compte bancaire de secours. J'ai souri, j'ai hoché la tête, j'ai dit ce que je disais toujours, heureux d'aider. Dylan m'a tapé sur l'épaule. Vous voyez, c'est pour ça que c'est le meilleur. Pas de drame, il gère juste les affaires. La conversation a repris. Marie a posé des questions sur des idées de lune de miel. Maman a suggéré des lieux de réception. Papa a fait une blague sur les forfaits de location de salle. Tout le monde a ri. Je suis resté assis là, tenant mon verre d'eau, me demandant quand j'étais devenu la chute d'une blague, que je ne savais pas raconter. L'addition est arrivée vers 20h30. Le serveur l'a posée près du coude de papa. Papa l'a regardé, comme s'il avait vu une araignée. Il a regardé Dylan.
Dylan a soudainement eu besoin de regarder son téléphone. Maman s'est soudain très intéressée à sa serviette. Le silence a duré peut-être 10 secondes. Assez longtemps, pour que les parents de Marie se tortillent sur leur chaise, mal à l'aise. Assez longtemps, pour que Marie remarque que Dylan regardait son téléphone, comme si ce dernier allait payer la facture. Papa s'est raclé la gorge. Ça te dérange de prendre ça? On fera les comptes plus tard. On fera les comptes plus tard. Le même mensonge, que j'entendais depuis 2011. La même promesse, qui ne s'était jamais matérialisée, parce que, curieusement, plus tard, n'arrivait jamais. J'ai sorti ma carte, je l'ai tendue au serveur. Personne n'a dit merci. La table a simplement poussé un soupir de soulagement, et est retournée à ses discussions de mariage, comme si je leur avais rendu un petit service, au lieu de lâcher 380 € pour fêter la relation de quelqu'un d'autre. Dylan n'en a même pas tenu compte. Il a juste continué à parler du lieu, qu'ils allaient visiter le week-end prochain. Maman a interrogé Marie, sur les demoiselles d'honneur. Papa a commandé un autre Coca Light. J'ai récupéré ma carte, j'ai signé le reçu, je l'ai mis dans mon portefeuille. Vers 21 h, j'ai fait du bruit à propos d'un travail tôt le lendemain matin, et je suis parti. Dylan m'a donné une autre étreinte agressive. Merci d'être venu, mec. Et pour le dîner. Tu es un vrai ami. Pas de « merci » profond, juste la reconnaissance, que j'avais rempli ma fonction correctement. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence, avec ce reçu dans la console centrale, comme la preuve d'un crime que je n'arrivais pas encore à nommer. De retour à mon appartement, je me suis fait des œufs, et je me suis assis pour faire, ce que je faisais un mardi sur 2. Vérifier mes virements automatiques. M'assurer qu'aucun prélèvement n'était rejeté. Faire en sorte que la machine familiale continue de tourner sans accroc. C'est alors que mon téléphone s'est allumé. Une notification de discussion de groupe. Tante Drusilla m'avait ajouté à une conversation. Je l'ai ouverte, en m'attendant à voir des nouvelles de la famille. Procédure standard. Peut-être que quelqu'un avait besoin d'aide pour quelque chose. Peut-être que l'entreprise de papa avait encore un problème de trésorerie. Peut-être que Dylan avait besoin d'argent pour la salle de mariage. La liste des participants, maman, papa, Dylan, Marie, tante Drusilla, et maintenant, moi. Tous ceux qui comptaient, apparemment. J'ai fixé l'écran. Aucune notification indiquant que j'avais été ajouté n'est apparue dans la discussion elle-même. Tante Drusilla a dû m'ajouter discrètement. Les autres ne savaient pas que j'étais là, et ils étaient encore en train de taper. Dylan, enfin. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. Maman, certaines personnes ne comprennent jamais leur place dans une famille. Ils pensent que l'argent les rend importants. Papa, nous avons été trop généreux, trop patients avec son attitude. Ma poitrine s'est serrée. Il parlait de moi, en ce moment même, et il n'avait aucune idée que je pouvais le voir. J'ai regardé les messages continuer à arriver. Dylan, il faut qu'on parle de lui. Ce mec agit comme s'il nous faisait une énorme faveur dernièrement. Marie, c'est quoi son problème? Il agit avec tellement de supériorité. Chaque fois que je parle du business, il a ce regard critique. Comme si son job d'entreprise le rendait meilleur. Maman, il a toujours été arrogant comme ça. Il pense que les salaires réguliers, ça a quelque chose de spécial. Tante Drusilla, certaines personnes oublient que la famille, ce n'est pas une question d'argent. C'est pathétique la façon dont il utilise ça contre tout le monde. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir, je l'ai repris, j'ai relu. Critique, supérieur, arrogant, utilisant l'argent contre tout le monde. C'était moi. Il décrivait le gars qui avait payé leur mensualité de prêt hypothécaire, leurs assurances, les prêts de leur entreprise, pendant plus d'une décennie. Le gars qui venait de payer 380 € pour leur dîner de célébration, il y a 2 heures, sans qu'on le lui demande. Il pensait que j'étais le problème. Papa, il est temps de fixer des limites. Il n'est pas le bienvenu ici, tant qu'il ne laisse pas tomber son attitude, et qu'il ne se souvient pas de sa place. Maman a acquiescé. Nous l'avons soutenu émotionnellement pendant des années. Il est toujours si froid, et de mauvaise humeur lors des réunions, comme si on lui devait quelque chose. Soutenu émotionnellement. J'ai carrément ri. Le gars qui ne leur avait jamais demandé 1 euro,
qui ne les avait jamais accablés avec ses problèmes, tout en résolvant les leurs. Ce gars-là avait besoin d'un soutien émotionnel. Dylan, on devrait juste l'exclure, ou l'obliger à s'excuser d'abord? Marie, virez-le. Il ne changera pas, de toute façon. Tante Drusilla, parfois, tu dois couper les ponts avec les personnes toxiques, même si c'est ta famille. C'est mieux pour la santé mentale de tout le monde. Puis, le message de maman est apparu. Celui qui a refroidi mes mains. Elle parlait toujours comme si je ne regardais pas. Maman, nous t'avons soutenu assez longtemps. Oublie notre numéro. Est-ce que je devrais envoyer ça? Qu'en pensez-vous? J'ai regardé les réactions apparaître en temps réel. Tante Drusilla a mis un emoji pouce en l'air, juste là, sous le message m'exilant de ma famille. La même tante, dont j'avais couvert les frais de divorce en 2021. La même tante, qui m'avait appelé en pleurant pour son hypothèque, que j'avais aidé avec un prêt, qui avait disparu dans le néant, comme tous les autres. Elle approuvait de me couper les vivres, et m'avait ajouté silencieusement, juste pour s'assurer que j'y assiste. Dylan, enfin. Fatigué qu'il agisse comme s'il nous faisait des faveurs, alors que la famille devrait simplement s'entraider. Marie, certaines personnes créent des drames inutiles partout où elles vont. Des drames. De la part du gars qui restait assis tranquillement au dîner de famille, qui transférait de l'argent sans poser de questions, qui quittait les événements tôt, pour éviter de faire des vagues. Les bulles de frappe continuaient de rebondir. Il n'avait pas encore fini. Papa, peut-être que ça lui apprendra un peu d'humilité, sur ce qui compte vraiment. Maman, voyons comment il se sentira supérieur, sans le soutien et les relations de sa famille. Sans le soutien de sa famille. Les mots restaient là sur mon écran, comme une blague dont on aurait oublié la chute. J'ai posé mon téléphone, et j'ai regardé mon ordinateur portable, toujours ouvert sur mon tableau de bord bancaire. L'écran était rempli de transferts automatiques, que je gérais comme si c'était un deuxième emploi. Leur vie fonctionnait sur ma cote de crédit, et mon salaire. Ils pensaient qu'ils me coupaient les ponts. Ils croyaient sincèrement, que c'était eux qui me fournissaient un soutien. J'aurais pu m'expliquer. J'aurais pu sortir 14 ans de relevé bancaire. J'aurais pu leur montrer exactement, qui soutenait qui dans cet arrangement. J'aurais pu écrire un long message pour me défendre, pour justifier mon existence, prouvant ma valeur, grâce à des feuilles de calcul et des reçus. Au lieu de cela, j'ai tapé quelques mots. Pas de souci, j'annule tous les paiements ce soir. Les indicateurs de frappe se sont arrêtés immédiatement. La discussion est devenue morte de silence. J'ai fait craquer mes doigts, et j'ai ouvert mon tableau de bord bancaire. Il était temps de leur montrer, ce que coûtait réellement un problème d'attitude. Le silence après mon message, ressemblait à ces quelques secondes avant un accident de voiture. Quand on sait que l'impact arrive, mais qu'on glisse encore en avant au ralenti. Mon ordinateur portable brillait dans la cuisine sombre. Le même tableau de bord bancaire, que je gérais depuis 14 ans. Les mêmes transferts automatisés, fonctionnant comme une horloge. La même infrastructure financière, empêchant leur vie d'imploser. Mais plus pour longtemps. J'ai ouvert Excel, et j'ai commencé à documenter. Pour une fois, je voulais voir l'ampleur totale des dégâts, à un seul endroit. Je voulais savoir exactement, ce que le fait d'être le filet de sécurité de la famille m'avait coûté. 19 transferts automatiques effectués chaque mois, certains chaque semaine, d'autres déclenchés lorsque leur compte descendait en dessous de certains niveaux. J'avais construit des systèmes, pour résoudre leurs problèmes, avant même qu'ils ne sachent que ces problèmes existaient. L'assurance maladie. Le plan familial couvrant maman, papa, Dylan, et maintenant Marie, apparemment. 1240 € par mois. Ils avaient ajouté Marie, quand Dylan l'a demandé en mariage, il y a 4 mois. Sans demander. En supposant juste que je continuerais à payer. Ce n'était pas via le travail. Un plan privé, mon compte de facturation, ma liste de personnes à charge. L'assurance auto. 4 véhicules, 385 € par mois. Le pick-up de papa, le SUV de maman, la BMW de Dylan, dont il prétendait avoir besoin pour des réunions clients, et maintenant, la berline de Marie. Je n'ai jamais rencontré un seul client. Je n'ai jamais payé une prime. La sauvegarde du compte professionnel. Mon compte courant était lié, comme protection contre les découverts,
parce que je l'avais configuré il y a des années. Il s'était déclenché 12 fois cette année. Frappe moyenne, 1800 €. Il gérait l'entreprise de papa comme un casino, avec un crédit illimité. J'étais la banque qui couvrait toujours les pertes. Les impôts fonciers. 520 € par mois sur un compte séquestre, que j'avais créé lorsque l'entreprise de papa a coulé en 2018. 7 ans de paiement. Il ne savait probablement même pas que je m'en occupais. Location d'un box de stockage. 175 € par mois, pour les meubles de Dylan, de son premier appartement qu'il avait finalement quitté. 3 ans, 6 000 €, pour stocker des déchets. Les chiffres brossaient un tableau que j'avais été trop proche pour voir. 2320 €, qui coulaient chaque mois de mes comptes vers les leurs, en paiement régulier. Plus 21 600 € supplémentaires cette année seulement, en renflouement de découvert. Près de 50 000 € par an, m'achetant le privilège d'être qualifié de critique lors des dîners de famille. Je suis allé plus loin. J'ai remonté les relevés, jusqu'au début. Le premier transfert datait de mars 2011. Des soins dentaires d'urgence pour maman, que l'assurance ne couvrait pas, parce que papa avait oublié de payer les primes. 3 200 €. J'avais 22 ans, je gagnais à peine un salaire décent, et je l'ai envoyé le jour même, parce que c'est ce que fait la famille. C'était le test. La preuve que j'étais fiable. La preuve que je ne posais pas de questions. La preuve que j'arrivais avec l'argent quand ils appelaient. Total des transferts documentés sur 14 ans, 412 000 €. Pas des prêts. Des dons. De l'argent donné librement, à des personnes discutant actuellement de mon problème d'attitude, dans une discussion de groupe à laquelle je n'étais pas invité. J'aurais pu acheter une maison avec ça. J'aurais pu prendre ma retraite plus tôt. J'aurais pu faire littéralement n'importe quoi, sauf financer 3 entreprises en faillite, 4 voitures, et un style de vie qu'ils pensaient avoir mérité. Mon téléphone restait noir sur le comptoir. Pas un seul message de suivi. Aucune inquiétude quant à ce que, annuler chaque paiement, signifiait réellement. Ils pensaient probablement que je bluffais, que je faisais du bruit comme quelqu'un de désespéré d'être inclus. Ils allaient recevoir une leçon. Voici ce que vous apprend 14 ans, en tant que comptable invisible de la famille. Vous connaissez chaque mot de passe, chaque numéro de compte, chaque système automatisé. Vous avez la documentation pour tout, parce que personne d'autre ne tenait de registre. J'ai commencé par des petites choses. Les services de streaming. Netflix, Hulu, Spotify, HBO, tous sous mon email et mon moyen de paiement. Clic, annuler. Confirmer. Terminé. 65 € de divertissement mensuel disparu en 4 minutes. Les abonnements à la salle de sport. L'endroit bourgeois de CrossFit où Dylan postait des photos, mais n'y allait peut-être que 2 fois par mois. 95 € par mois. Annulé. Les abonnements aux applications. Le stockage dans le cloud. Les renouvellements de magazines. Des trucs aléatoires, pour lesquels il s'était inscrit, en utilisant mes informations de paiement au fil des ans. Clic, annuler, confirmer. Chaque annulation ressemblait au fait de lâcher une brique, que j'avais portée individuellement. Rien. Et ensemble, c'était écrasant. Les choses plus importantes nécessitaient plus de travail. L'assurance maladie avait une exigence de préavis de 30 jours. J'étais le titulaire de la police, alors j'ai appelé le fournisseur, j'ai navigué dans le système automatisé comme si je l'avais conçu moi-même, et j'ai demandé l'annulation, à compter de la fin du mois. La représentante a demandé, si je voulais mettre en place l'assurance Cobra, pour les autres personnes couvertes. Ce n'est plus mon problème. Elle a fait une pause. Monsieur, cela laisse 4 personnes sans assurance au 1er novembre. J'en suis conscient. Des bruits de frappe. Annulation traitée. Autre chose ? Nous avons fini ici. L'assurance auto a été la suivante. J'ai appelé, j'ai supprimé tous les véhicules sauf le mien de la police. L'agent a prévenu que cela laisserait 4 véhicules sans assurance, et déclencherait des avis du service des véhicules à moteur. Envoyez les avis aux propriétaires inscrits. Entendu. Je suis désolé de perdre votre clientèle, monsieur. Vous ne perdez rien. Je récupère ma vie. Les impôts fonciers étaient plus délicats.
Mon nom figurait sur le compte séquestre, mais pas sur l'acte de propriété. Je payais leur capital depuis 7 ans. Cela nécessitait un professionnel. J'ai pris une note. Appelez ce cabinet d'avocats demain matin. La protection contre les découverts du compte professionnel a été satisfaisante. Un appel, 15 minutes de vérification. Puis, mon compte a été déconnecté de leur désastre financier. Juste pour clarifier, a dit le représentant de la banque. Les futurs découverts entraîneront des transactions refusées et des frais. Bien. Vers minuit, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, enfoui dans d'anciens emails. Une ligne de crédit professionnel, que j'avais garantie il y a 3 ans, quand Dylan avait besoin de capital de départ. Limite de 15 000 €. Solde actuel, 13 700 €. J'ai appelé l'assistance 24 heures sur 24, de la ligne de crédit. 40 minutes d'attente, 2 questions de sécurité. Puis, le ton de la représentante a changé, quand je lui ai expliqué ce dont j'avais besoin. Je soumets une révocation de garant, et je demande que le compte soit gelé, en attente d'examen. Des clics de clavier. Cela gèlera le compte immédiatement. Le titulaire principal recevra une notification à 8 heures, et devra fournir une garantie alternative dans les 72 heures, sinon le solde devient exigible dans son intégralité. Parfait. Traiter la demande. Plus de frappe. Terminé. Autre chose? C'est tout. À 1 heure du matin, j'avais systématiquement démantelé 14 ans d'infrastructures financières. Chaque paiement automatique annulé, chaque garantie révoquée, chaque filet de sécurité retiré. Mon téléphone affichait toujours 0 message, de la discussion de famille. La réalité allait leur fournir une éducation continue. J'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul, et j'ai tout documenté. Des captures d'écran des confirmations d'annulation, des numéros de référence, des horodatage. Quand les choses deviendraient moches, je voulais avoir des documents. Vers 2 heures du matin, je me suis souvenu de quelque chose. Le coffre-fort de leur maison. J'y stockais des documents depuis des années, parce que mon nom figurait sur la moitié d'entre eux, de toute façon. Des actes de propriété, des polices d'assurance, des comptes d'investissement que papa avait ouverts sur mon crédit. Tout ce qui prouvait qui possédait quoi, se trouvait dans leur coffre-fort, avec mon nom partout. J'ai pris mes clés, et j'ai conduit jusqu'à leur maison. L'endroit était sombre. J'avais encore une clé de 2016, quand ils m'avaient donné un accès d'urgence. Je suis entré discrètement. J'ai trouvé le coffre-fort dans le bureau de papa. La même combinaison depuis 2017, parce que papa ne mettait jamais rien à jour. À l'intérieur, c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Et quelques surprises. L'acte de propriété de la maison, mon nom est inscrit comme garant hypothécaire, car en 2018, il n'avait pas pu refinancer la maison sans ma cote de crédit. Les papiers de l'entreprise, mon nom est inscrit comme agent agréé, car le crédit de mon père était trop pourri pour remplir les documents correctement. Compte d'investissement, mon numéro de sécurité sociale est le principal, parce qu'il fallait quelqu'un avec un bon crédit pour les ouvrir. Assurance vie, je suis inscrit comme bénéficiaire, et payeur des primes, car quelqu'un devait s'assurer qu'elle ne soit pas annulée. J'ai d'abord photographié le contenu du coffre-fort. Chaque document, chaque page, chaque angle. Puis, j'ai mis en boîte les copies de mes dossiers. Tout ce qui portait mon nom, mon numéro de sécurité sociale ou mes signatures. J'ai laissé tout le reste, exactement là où c'était. En sortant, j'ai remarqué leur courrier. Des factures non ouvertes. Des avis de retard de paiement, pour des choses que je gérais habituellement, avant que cela ne devienne un problème. Un avertissement de saisie sur le box de stockage, que j'avais arrêté de payer ce soir. J'ai laissé tout ça où c'était. Ils voulaient en finir avec moi. Ils pouvaient gérer leur propre courrier, maintenant. De retour chez moi à 3 heures du matin, j'ai envoyé un email à un cabinet d'avocats, que j'avais recherché, après un dîner de famille particulièrement brutal l'année dernière. Je ne les avais jamais contactés. J'avais juste gardé les infos, comme un extincteur. Objet, séparation financière familiale urgente. Corps, besoin d'une consultation immédiate, concernant la séparation de 14 années d'obligations conjointes. Documentation détaillée disponible. Peut rencontrer demain matin. J'ai cliqué sur envoyer,
et je suis allé me coucher. Pour la première fois depuis 14 ans, j'ai dormi, comme quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Mon téléphone a commencé à vibrer, vers 3h40 du matin. J'avais dormi peut-être 30 minutes. Assez profondément, pour que la vibration semble venir de l'intérieur de mes os. Je l'ai pris sur la table de nuit, plissant les yeux vers l'écran d'un seul œil. Dylan. 23 appels manqués en 6 minutes. Je l'ai laissé sonner 4 fois de plus, avant de répondre. Quoi? Sa voix m'est parvenue rauque, paniquée, comme si quelqu'un venait de lui dire que toute sa vie était en feu. Qu'est-ce que tu as foutu? Je me suis assis, j'ai allumé la lampe, j'ai vérifié l'heure. Exactement ce que j'ai dit que je ferais. Le compte de l'entreprise est gelé. Ma ligne de crédit est suspendue. Marie vient de recevoir un email indiquant que son assurance auto a expiré. C'est quoi ce bordel? On dirait que ton entreprise de conseil rencontre les conséquences de ses actes. Tu ne peux pas juste. Tu ne peux pas juste quoi? Me retirer des obligations financières, avec des gens qui en ont fini avec moi. Je suis presque sûr que c'est exactement ce que je peux faire. Un silence. Le genre de silence où l'on entend le cerveau de quelqu'un, essayer de trouver une explication, qui ne le fasse pas passer pour un imbécile. Ce n'est pas ce qu'on voulait dire, a-t-il finalement dit. J'ai ri. J'ai vraiment ri aux éclats. Qu'est-ce que vous vouliez dire alors? Encore un silence. Plus long cette fois. C'est bien ce que je pensais. J'ai jeté un coup d'œil à mon réveil. 3h43. Pourquoi appelles-tu à 4h du matin pour ça? Les problèmes professionnels attendent généralement les heures de bureau. Parce que tout est tombé en même temps. La banque a envoyé des avis. Les assurances ont envoyé des avis. Mon propriétaire perd la tête, parce que le chèque de loyer a été rejeté. Ton chèque a été rejeté, parce que tu payais des dépenses personnelles depuis le compte professionnel. Ce compte avait une protection contre les découverts depuis mon compte courant. J'ai déconnecté ça ce soir. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous. Tu n'arrêtes pas de dire nous. Mais cette réunion de famille, celle à laquelle je ne suis pas invité, ce n'est pas une situation avec nous. C'est une situation entre toi et eux. Je ne fais que respecter les limites que vous avez fixées. Sa voix s'est fait plus petite, effrayée. S'il te plaît. Nous avons besoin de temps. Tu as eu 14 ans pour trouver une solution. Tu les as passés à me traiter, comme une facture d'électricité que tu as oublié de payer. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de découvrir que ma famille pense que je suis arrogant, pendant que je suis littéralement en train de regarder les transferts automatiques, qui font tourner vos vies. Ce qui n'est pas juste, c'est de payer 380 € pour ton dîner de fiançailles, et de ne même pas être reconnu. Et tu as encore eu le culot de me traiter de problème. J'ai entendu des voix en arrière-plan. Une femme, probablement Marie. Puis la voix de papa, étouffée mais urgente. Papa veut te parler, a dit Dylan. Dis à papa que je lui parlerai, par l'intermédiaire de mon conseiller juridique, pendant les heures de bureau. Un conseiller juridique? Allez. J'ai raccroché. Le téléphone a commencé à sonner à nouveau immédiatement. Je l'ai éteint complètement. Je l'ai posé sur la table de nuit. J'ai fixé mon plafond. Une part de moi attendait que la culpabilité fasse son apparition. De sentir que j'étais allé trop loin. De ressentir ce besoin familier d'arranger les choses, de faire la paix, d'être la personne la plus mature. Je n'ai ressenti que de la satisfaction. Vers 5h du matin, j'ai renoncé à dormir, j'ai fait du café, j'ai ouvert mon ordinateur, et j'ai commencé à constituer mon dossier. Les captures d'écran de la discussion de groupe. Les relevés bancaires, montrant 14 ans de transfert. Les emails de confirmation pour chaque annulation. Le cabinet d'avocats ouvrait à 9h. J'avais une demande de rendez-vous dans leur boîte de réception. Je voulais arriver préparé. À 7h, j'avais une documentation complète. Organisée par catégorie, de façon chronologique. Le genre de choses, qui faciliterait le travail d'un juge, si l'affaire allait en justice. À 8h15, j'ai rallumé mon téléphone. 61 appels manqués. 87 textos. 4 messages vocaux. J'ai tout ignoré,
sauf un email. Le cabinet d'avocats avait répondu. Bonjour. Nous pouvons vous recevoir à 10 heures aujourd'hui. Veuillez apporter tous les documents et captures d'écran que vous possédez. J'ai pris une douche, j'ai mis mon costume d'entretien, j'ai pris la boîte de documents et mon ordinateur. Il était temps de rendre tout cela officiel. Le cabinet d'avocats était en centre-ville, au 8e étage. Le type qui m'a reçu avait la fin de la quarantaine, les tempes grises. J'ai posé la boîte sur son bureau. 2 heures plus tard, il avait tout passé en revue. Les virements, les comptes joints, les garanties professionnelles, la situation de la propriété. Chaque document. Chaque capture d'écran. Chaque transaction. Il s'est adossé à son fauteuil. Vous avez été remarquablement patient. La plupart des gens auraient fixé des limites il y a des années. Il a tapoté son stylo. La bonne nouvelle, c'est que vous avez tout documenté méticuleusement. La mauvaise, c'est qu'ils prétendront qu'il s'agit de dons volontaires, que vous avez donnés librement, et pour lesquels vous n'avez jamais voulu de reconnaissance. Je ne veux pas de remboursement. Je veux une séparation. Il a souri. Encore mieux. Nous allons couper les obligations futures, et clarifier la propriété des biens partagés. La maison est le problème. Votre nom est sur la garantie hypothécaire. Vous êtes copropriétaire. Vous avez payé les impôts fonciers pendant 7 ans. C'est un capital substantiel. 3 options. 1. Forcer la vente et récupérer votre part du capital. 2. Négocier un rachat, s'il refinance. 3. Renoncer à vos droits en échange d'autres compensations. Il a rapproché l'acte de propriété. Leur crédit est détruit, donc les rachats sont peu probables. Nous leur donnons 90 jours pour refinancer. Quand ils ne le pourront pas, nous demanderons une vente de partage. 6 mois au total. Et pour les garanties commerciales que j'ai retirées? La banque réévalue la situation, lorsque le garant se retire. S'ils ne peuvent pas trouver de garantie, le compte est gelé et le solde devient exigible. 13 700 €. Ils ne paieront pas ça. L'entreprise ferme, et il déclarera probablement faillite. Bien. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Pas pour juger, juste pour confirmer que j'étais sérieux. Je suis sérieux, ai-je dit. Il fait tourner cette entreprise, sur mon compte courant depuis 3 ans. Autre chose. Les annulations d'assurance sont simples. Vous êtes le titulaire de la police. Ils recevront des offres Cobra à pleine prime, probablement 1 600 € par mois. Ils n'ont pas les moyens. Ce n'est pas mon problème. Le vôtre non plus. Il a tourné les pages. Les documents du coffre-fort prouvent une intrication financière bien plus importante que je ne l'imaginais. La prochaine étape, je rédige un accord de séparation officiel. Je détaille chaque obligation de compte. Chaque actif partagé. Par courrier recommandé à toutes les parties. 30 jours pour répondre. S'ils contestent, nous avons des documents. S'ils ne le font pas, nous poursuivons. Le coût? 5 000 € de provision. Je facture 350 € de l'heure. Comptez environ 14 000 € au total. J'ai pensé aux 412 000 € que je leur avais donnés, sur 14 ans. 14 000 € pour m'en sortir proprement, c'était une aubaine. Faites-le. J'ai signé. J'ai viré la provision depuis mon téléphone. Encore une chose, a-t-il ajouté. Ils essaieront de négocier. Par des appels à l'émotion, des menaces, puis de nouveau, des appels à l'émotion. Ne vous engagez pas directement avec eux. Acheminez tout vers moi. S'ils se présentent chez vous, appelez la police. Documentez les menaces, les messages vocaux. Tout. Nous nous sommes serrés la main. Mon téléphone a vibré sur le parking. Maman, il faut qu'on parle. Ça va trop loin. Je l'ai transféré au cabinet, sans répondre. J'ai ignoré mon téléphone toute la matinée. Vers 13h30, mon téléphone de travail a sonné. La réception. Quelqu'un est là pour vous voir. Elle dit qu'elle est votre mère. Oh mon Dieu. Maman se tenait près de la sécurité, portant son gilet du dimanche. Le badge de visiteur n'avait pas l'air à sa place sur elle. Nous sommes sortis sur le parking,
et nous avons trouvé un endroit près des poubelles. Chérie, il faut que ça s'arrête. Qu'est-ce qui doit s'arrêter? Tu sais très bien de quoi je parle. Les comptes, les assurances. Ton père est hors de lui. Tu as écrit que je ne devrais plus venir vous voir, que tu en avais fini avec moi. Toute la famille a voté pour m'exclure de l'île. Maintenant, tu es contrarié parce que je suis vraiment parti. Nous étions frustrés par ton attitude. Frustrés par quoi? J'ai payé la facture de votre dîner samedi sans me plaindre. En quoi cela fait-il de moi quelqu'un de supérieur? Elle a regardé le sol. Tu as toujours l'air tellement critique. Je ne tenais pas les comptes, mais je le fais maintenant. Tu veux savoir ce que coûte 14 années d'être discrète? 412 000 €. C'est documenté. Son visage a pâli. C'est impossible. C'est vérifié. Mon avocat a les copies. Ton avocat? Tu as vraiment engagé quelqu'un. Tu as mis fin à la relation familiale. Je formalise la séparation financière. Mais la maison. Ton père a dit que tu avais pris l'acte de propriété. J'ai pris des copies des documents portant mon nom, y compris l'acte me listant comme copropriétaire, parce que papa ne pouvait pas refinancer la maison sans mon crédit en 2018. Nous ne savions pas que tu ressentais cela, car tu ne l'as jamais demandé. Vous avez juste supposé que j'aiderais toujours. Supposé que je tolérerais qu'on me traite de critique, tout en payant vos impôts fonciers pendant 7 ans. Elle a essayé la carte de la mère tendre. Nous sommes une famille. La famille résout ses problèmes. La famille ne se moque pas l'un de l'autre, devant de futures belles familles. La famille ne prend pas l'aide pour acquise, pour ensuite faire l'étonner, quand elle s'arrête. Qu'est-ce que tu veux? Des excuses? De l'argent? Je ne veux rien de vous. C'est tout le sujet de l'histoire. Tu ne peux pas juste abandonner ta famille. Je l'ai regardée. Cette femme qui m'avait donné naissance, mais qui ne m'avait jamais vraiment vu. Regarde-moi faire. Je suis retourné à l'intérieur. À la réception, ils avaient l'air inquiets. Tout va bien? Tout va bien. Si quelqu'un d'autre de ma famille se présente, je suis indisponible. De retour à mon bureau, j'ai envoyé un email au cabinet, maman s'est présentée sur mon lieu de travail. Aucune menace proférée. Conversation documentée. La réponse est arrivée en 3 minutes, c'est noté. Le harcèlement sur le lieu de travail renforce notre dossier. Vers 18h30, mon téléphone professionnel a sonné à nouveau. Votre père est là maintenant. Il a l'air contrarié. Dites-lui que je suis déjà parti. 15 minutes plus tard, il est toujours là. Il dit qu'il va attendre. Appelez la sécurité. Un non-employé refusant de partir. 20 minutes plus tard, la sécurité l'a escorté vers la sortie. Il a laissé des papiers à l'accueil. Envoyez-les à mon conseiller juridique demain. Je vous donnerai l'adresse par email. Je suis resté jusqu'à 20h30. J'ai conduit chez moi par un autre itinéraire, et je me suis garé à 3 rue de là. Mon téléphone avait 41 nouveaux messages. Je ne les ai pas lus. Vers 22h, le cabinet d'avocats a appelé. Il panique. L'avis d'annulation de l'assurance maladie est arrivé. L'assurance auto a expiré. La banque a appelé au sujet de la ligne de crédit professionnel. Tout arrive en même temps. Bien. Votre père a essayé de faire valoir son droit sur les documents. Je lui ai expliqué la propriété. Il m'a raccroché au nez. Restez fort. C'est la partie difficile. Ils essaieront toutes les tactiques de manipulation. Ne vous engagez pas. Après avoir raccroché, je me suis assis, en repensant à toutes les fois où j'avais cédé. Chaque tentative de me faire culpabiliser, chaque urgence. Plus maintenant. Je n'étais pas le méchant pour avoir fixé des limites. J'avais juste fini d'être le filet de sécurité, pour des gens qui ne me rattraperaient jamais, si je tombais. 3 semaines se sont déroulées, comme des dominos. L'entreprise de Dylan est morte en premier. Le gel de la ligne de crédit a déclenché une réaction en chaîne. Le plus gros client a exigé un paiement immédiat, pour des factures impayées, qui flottaient sur un crédit, qui n'existait plus. Quand Dylan n'a pas pu payer, ils ont annulé le contrat. 2 autres clients ont pris la fuite.
Le tout s'est effondré en 8 jours. L'annulation de l'assurance a touché maman et papa ensuite. Le rendez-vous chez le médecin a été refusé. L'assurance a été résiliée. Les médicaments pour la tension de papa ont coûté 380 € de sa poche. Il a appelé en hurlant. J'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. La fin de l'assurance auto a déclenché les avis de la préfecture. Dylan s'est fait arrêter au jour 14. Véhicule non assuré. Amende de 850 €, plus la fourrière. Il a dû y laisser sa BMW, parce qu'il n'avait pas les moyens de payer la libération du véhicule. Le box de stockage est parti aux enchères, au jour 17. Tout ce que Dylan y avait entreposé pendant 3 ans, s'est vendu pour un total de 280 €. Les 6 000 € que j'y avais mis, s'étaient évaporés. Sans mes paiements des impôts fonciers, le comté a envoyé un avis de retard, 30 jours, ou saisie. Il ne pouvait pas refinancer. Des côtes de crédit de misère. Aucune banque ne voulait les toucher. Le cabinet d'avocats a appelé. Ils demandent plus de temps. Dites-leur, 90 jours pour refinancer, ou la maison est mise en vente. Marie a rompu ses fiançailles au jour 18. Elle avait enfin vu les relevés bancaires de Dylan, et avait réalisé que tout son style de vie avait été subventionné par son frère. Elle a déménagé le jour même. Les textos de Dylan sont devenus de plus en plus désespérés. J'ai bloqué son numéro, au jour 20. Tante Drusilla a essayé d'appeler mon travail. Tu vas trop loin. Tes parents sont en train de perdre leur maison. Leur maison, pas la mienne. S'ils veulent la garder, ils peuvent la refinancer indépendamment. Tu sais très bien qu'ils ne peuvent pas. Alors, ils n'en ont pas les moyens. Problème résolu. J'ai raccroché, et j'ai bloqué son numéro. Le fait le plus étrange est arrivé au jour 23. Un message de Marie, utilisant le téléphone de quelqu'un d'autre. Salut, je sais que c'est surprenant, mais je voulais m'excuser. Dylan m'a dit beaucoup de mensonges à ton sujet. Je n'avais pas réalisé à quel point il me cachait des choses, ni à quel point tu l'avais aidé. Je ne demande rien. Je voulais juste que tu saches que tout le monde ne pense pas que tu es le méchant de l'histoire. Marie, ai-je répondu en tapant. Merci d'avoir pris contact. J'apprécie l'honnêteté. Sans rancune. À la 4e semaine, le modèle était clair. Colère, culpabilité, promesse. Menace, excuse, retour à la colère. Je suis resté silencieux. J'ai laissé le cabinet d'avocats gérer la communication, j'ai tout documenté. J'ai fait ce voyage en Norvège, que je repoussais depuis 4 ans. 10 jours de randonnée, de fjord, de silence absolu. Aucun appel d'urgence. Aucune culpabilisation. La dernière nuit à Bergen, assis dans un café du port, regardant le coucher du soleil, j'ai reçu un texto de papa. Il faut qu'on parle. Vraiment parler, de comment nous en sommes arrivés là, et de comment nous pouvons arranger les choses. J'ai supprimé le message, sans répondre. Quelques semaines avant la vente aux enchères, j'étais sur mon balcon, regardant les arbres sur le parking. Mon téléphone a vibré. Un texto de papa. Nous avons besoin de toi à la banque aujourd'hui. Un problème de secrétariat avec le refinancement. Si tu ne viens pas, on perd tout. S'il te plaît. Je me suis pointé à la banque. Je suis entré dans la salle de conférence, et j'ai vu Dylan, papa, maman, et un agent de crédit avec des papiers étalés. Ils avaient besoin que je démissionne de mon rôle de garant. Que je co-signe le refinancement. Papa s'est levé. Merci d'être venu. Nous avons juste besoin de ta signature sur quelque. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Je me suis retourné, et je suis parti. Je suis retourné à ma voiture, et j'ai conduit chez moi. J'ai préparé le dîner. Je me suis couché à une heure raisonnable. Aucun appel d'urgence. Aucune tentative de culpabilisation. Juste la paix. La maison a été vendue aux enchères. Le mois 5. Il n'avait pas pu refinancer. Pas de co-signataire. La banque n'a pas voulu prolonger les délais. La propriété s'est vendue pour 420 000 €. L'hypothèque restante était de 285 000 €.
Après les frais, et la deuxième hypothèque qu'ils avaient contractée sans me le dire, il restait environ 52 000 euros. Mes contributions documentées me donnaient droit à environ 34 000 euros. Le chèque est arrivé un jeudi. J'en ai fait don de la moitié à une œuvre de charité, aidant les familles endettées pour des raisons médicales. L'autre moitié a servi d'acompte, pour une petite maison à l'autre bout de la ville. 2 chambres, un garage, à moi, avec mon nom sur l'acte de propriété, et personne d'autre. Dylan a fini par trouver un emploi dans un entrepôt, en équipe de nuit, à un poste de débutant. J'ai appris par un ami commun, qu'il prenait le bus, et qu'il louait une chambre chez un collègue. Maman et papa ont emménagé dans un appartement plus petit que le mien. À 62 et 60 ans, ils recommençaient à zéro, avec le peu d'économie qu'ils avaient réussi à conserver, c'est-à-dire pas grand-chose. Tante Drusilla a continué sa campagne de relations publiques pendant encore un mois. Elle a dit à tout le monde que j'étais cruel, instable, vindicatif, et que j'avais détruit ma famille pour des sentiments blessés. Je ne l'ai pas corrigé. Les gens qui voulaient croire que j'étais le méchant, le croiraient, quelles que soient les preuves. Finalement, la plupart de la famille élargie a cessé de me parler. Je m'en fichais. Il s'avère que, de toute façon, je n'aimais pas la plupart d'entre eux. J'ai commencé à avoir des rendez-vous. J'ai fini par rencontrer quelqu'un. Kate, experte comptable, avec sa propre maison, sa propre voiture, sa propre vie. Elle n'avait pas besoin de moi pour réparer quoi que ce soit. Elle m'a demandé des nouvelles de ma famille une fois. Je lui ai donné la version courte. On ne se parle plus. Longue histoire. Beaucoup de problèmes de limite. Elle a hoché la tête. Je comprends. Parfois, la famille, c'est la limite la plus difficile à fixer. J'ai de l'expérience avec ça. Ma mère avait des problèmes de dépendance. J'ai passé ma vingtaine à essayer de la sauver. J'ai fini par réaliser que je ne pouvais pas. J'ai coupé les ponts il y a 6 ans. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Nous nous sommes compris. 7 mois après que tout se soit effondré, je faisais des grillades dans mon jardin, un samedi. Kate aidait à préparer les légumes. La radio passait du rock classique. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. C'est ton père. Ta mère est à l'hôpital. Crise cardiaque. Elle demande après toi. S'il te plaît, viens. J'ai regardé le message. J'ai posé mon téléphone. J'ai retourné les hamburgers. 30 secondes plus tard, une autre vibration. Un autre numéro inconnu. C'est Dylan. Maman est en mauvais état. Elle n'arrête pas de dire ton nom. Papa est un déchet. On a besoin de toi ici, mec. S'il te plaît. Kate a jeté un coup d'œil à mon téléphone. Tout va bien? Une urgence familiale? Le genre qui se pointe, juste quand je suis heureux. Une autre vibration. C'est sérieux. Elle n'arrête pas de pleurer. Elle n'arrête pas de demander pourquoi tu ne viens pas. Les médecins disent que le stress aggrave la situation. Tu dois être ici. Papa. Puis un autre. Je sais qu'on ne sait pas parler, mais c'est maman. Quoi qu'il se soit passé entre nous, elle ne mérite pas ça. Elle est ta mère. Dylan. Et un autre. Les infirmières posent des questions sur la famille. Ipa. Elles ne nous parleront pas à moins que tu signes. Nous avons besoin de ton autorisation. Ta mère a besoin de toi. Papa. J'ai pris mon téléphone. J'ai lu les 5 messages. Quelque chose là-dedans semblait scénarisé. Trop coordonné. 3 numéros différents en 90 secondes. Tous frappant sur les mêmes cordes émotionnelles. J'ai appelé le standard de l'hôpital. Bonjour, j'essaie de localiser une patiente. Son nom de famille serait, soit son nom de femme mariée, soit potentiellement, son nom de jeune fille. Un instant, s'il vous plaît. Des bruits de frappe. Une longue pause. Je suis désolé, monsieur. Il n'y a pas de patiente sous ce nom aujourd'hui. Pouvez-vous vérifier si elle a été enregistrée aux urgences aujourd'hui? Ils m'ont transféré à l'enregistrement des urgences. Même réponse. Merci. J'ai raccroché, j'ai regardé Kate.
Il mente sur le fait que ma mère est à l'hôpital. Ouais. Une autre vibration. Elle te demande spécifiquement. Elle n'arrête pas de dire qu'elle est désolée, qu'elle veut arranger les choses. Ne laisse pas cette dispute être la dernière chose entre vous, s'il te plaît. Dylan. J'y suis allé quand même. Pas parce que je les croyais. Je voulais voir la scène. Je me suis garé sur le parking de l'hôpital 20 minutes plus tard. J'ai franchi les portes coulissantes de la salle d'attente des urgences. Et ils étaient là, campés près de l'enregistrement, juste à côté du triage, comme s'ils avaient répété. Papa, Dylan, maman et tante Drusilla. Pour une raison quelconque, maman était assise sur une chaise, en train de faire défiler l'écran de son téléphone. Pas de blouse d'hôpital. Pas de perfusion. Pas de bracelet. Elle avait l'air en meilleure santé qu'à Noël. Ils m'ont vu, et sont immédiatement passés en mode performance. Papa s'est levé rapidement. Dieu merci, tu es là. Elle n'est pas dans l'annuaire. Un moment de silence. Quoi? Le visage de papa a pris une drôle d'expression. J'ai appelé avant de venir. J'ai demandé au standardiste. Pas de patient sous ce nom. Pas d'admission aux urgences aujourd'hui. Donc, soit maman est ici sous un faux nom, soit c'est n'importe quoi. Le visage de maman est devenu rouge. Je suis ici pour une consultation, ils ont dit. Vous avez envoyé un texto disant crise cardiaque. C'était une crise de panique. Il devait écarter la possibilité de. Donc, tu n'es pas en train de mourir. Ce n'est pas la question. Dylan s'est avancé, les mains en l'air, comme s'il calmait un animal sauvage. Mec, on a juste besoin que tu signes quelque chose. J'ai regardé au-delà de lui, vers le bureau d'enregistrement, j'ai vu le porte-bloc posé là, je me suis approché, et je l'ai pris avant que quiconque ne puisse m'arrêter. L'entête en haut. Partie responsable autorisation du garant. J'ai lu les 3 premières lignes, facturation médicale, responsabilité financière, cosignataire pour les frais impayés. J'ai regardé papa. Tu n'as pas eu de crise cardiaque. Tu avais un script? Sa bouche s'est ouverte. Rien n'est sorti. Maman s'est levée. Nous avions juste besoin d'un bouc émissaire. Ce n'est pas. Vous aviez besoin de quelqu'un à qui refiler ces factures médicales, parce que vous ne pouvez pas vous les permettre. Alors, vous avez fabriqué une petite urgence familiale. Vous avez demandé à Dylan d'envoyer un texto, avec un téléphone jetable. Coordonnez le timing. Vous avez même amené tante Drusilla pour me culpabiliser davantage. Le visage de Drusilla s'est tendu. C'est la santé de ta mère qui est en jeu. Sa santé va bien. C'est de son ticket modérateur qu'il s'agit. La voix de papa s'est brisée. S'il te plaît, nous nous noyons ici. L'appartement, les factures. Tout s'effondre. Juste cette fois. Tu veux dire, encore une fois. S'il te plaît, je te le demande. Signe juste le formulaire. Je l'ai regardé. Et Dylan. Et maman, assise là, comme si j'étais celui qui rendait la situation embarrassante. Il pensait vraiment que c'était intelligent. J'ai posé le porte-bloc sur le comptoir, je me suis retourné, et j'ai marché vers la sortie. Derrière moi, la voix de papa. S'il te plaît. Je ne me suis pas arrêté. J'ai rejoint ma voiture, j'ai conduit jusqu'à la maison. Kate était toujours sous le porche quand je suis revenu. Les hamburgers reposaient sous du papier d'aluminium. Comment ça s'est passé? Maman va bien. La crise de panique s'est avérée être un problème de facturation. Elle a souri un peu, et m'a tendu une eau gazeuse. Mon téléphone a vibré 2 fois de plus, cette nuit-là. 2 autres numéros inconnus. Je les ai bloqués tous les 2, sans les lire. Le dimanche matin, ils avaient arrêté d'essayer. Certains ponts, on les brûle. D'autres, on arrête juste de les entretenir, jusqu'à ce qu'ils s'effondrent d'eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, je ne reviendrai pas en arrière. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne, et nous permet de vous proposer toujours plus d'histoires de qualité. Merci.